Ali Ba est le président des acheteurs de diamants en Côte d'Ivoire. Il dispose d'un réseau de collecteurs et de coursiers qui financent des équipes d'artisans miniers sur le terrain et qui revendent des pierres précieuses à des bureaux d'achat pour leur exportation. S'il est devenu une personne incontournable aujourd'hui, que de chemin parcouru. J'étais venu en vacances voir mon oncle. Il m'a dit bah, allons dans la mine à Foruna précisément. Je suis parti, j'étais là avec lui, derrière lui. Je vois les gens qui travaillent. J'ai dit ça c'est quoi? Il me dit ça c'est du takele. Ce que tu fais, on vend sur place et puis tu gagnes. En ce temps, il y avait beaucoup de diamants. J'ai dit ben, pourquoi je ne fais pas? Moi je me suis engagé dedans et j'ai commencé comme creuseur, comme tout un chacun. Et puis une journée, j'ai eu 100 000. Au bout d'un mois, je me suis trouvé avec 1 million en main. Donc j'ai dit, ben, c'est pas la peine que je retourne. Je préfère rester parce qu'on travaille pour avoir de l'argent. Le travail, j'ai profité maintenant à prendre. J'avais un bon patron. Malgré qu'il payait mon diamant, il m'apprenait comment on paye. Ensuite, je suis devenu maintenant acheteur de diamants. En Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays de la sous-région ouest-africaine, l'exploitation minière artisanale existe depuis des décennies. Souvent poussés par la pauvreté, ces artisans miniers travaillent dans l'informel et utilisent des méthodes traditionnelles ou peu mécanisées. Au niveau mondial, on compte plus de 40 millions d'artisans miniers et plus de 100 millions de personnes dépendent indirectement de l'activité. Mais plusieurs problèmes sont liés à celle-ci. Dégradation de l'environnement, conditions de travail déplorables, violation des droits humains, instabilité économique et conflits. Malgré ces nombreux défis, l'activité attire des millions de travailleurs et génère des revenus considérables. Si elle est bien encadrée, l'exploitation artisanale peut financer le développement local et même national, car cela permet aux États d'obtenir des ressources à partir des gisements qui n'intéressent pas les grandes sociétés. Et même si certains préfèrent que l'exploitation artisanale cesse entièrement, ceci n'est pas possible tant que la forte demande internationale pour des pierres et de métaux précieux demeure. Vu l'ampleur de l'exploitation artisanale des diamants, l'or et d'autres minéraux dans la sous-région et au niveau mondial, apprendre des expériences de l'histoire devient plus que jamais important pour réduire les impacts négatifs et renforcer les impacts positifs. L'exploitation du diamant en Côte d'Ivoire est riche en leçons. Elle a démarré à l'époque coloniale après la première découverte en 1928. Des sociétés telles que la Sodiamsi et Waston ont ainsi commencé des exploitations à Séguéla, première zone d'exploitation du pays, tandis que la société Saremsi s'installait à Tortilla, la deuxième zone. L'exploitation artisanale a, pour sa part, démarré dans les années 50 comme une activité sous-contractée par des sociétés. Venus avec le savoir-faire du Libéria et de la Sierra Leone, les ouvriers appelés Jiggy Boys utilisaient des tamis pour traiter le gravier porteur de pierres précieuses. J'étais exploitant Jiggy Boy. En 1958, nous on a commencé à travailler en clandestinement. Bon, ce temps-là, lorsqu'ils étaient là, nous on ne pouvait même pas s'approcher. Non, tu ne peux pas. Même si on te voit en brousse là, qui est en train de creuser, on te tire en même temps. Après son indépendance en 1960, l'État ivoirien a d'abord libéralisé l'activité, ce qui a occasionné une ruée d'artisans miniers en provenance de la sous-région. 2 ans après, l'exploitation artisanale fut interdite, ce qui entraîna une période qualifiée de chasse à l'homme par les populations à l'époque. Plus tard, la répression militaire céda la place à la période dite d'arrangement, avec les creuseurs illégaux appelés les clandos. Ce fut une période mouvementée dans les chantiers miniers, car en dépit du risque, ce fut une période de boom économique qualifiée par les acteurs comme la belle époque, celle de l'argent facile. Il y avait du monde, il y avait des diamants en surface. Vraiment, la surface, il y avait beaucoup de diamants. Tu peux dépasser même 1 million par jour. Le soir, comme ça, il y a un embouteillage, tu achètes ou tu achètes. Ça vient seulement. Mais le matin, le travail est en bruit. Ils viennent. Ils prennent 5 000, il y en a qui prennent 2 500, il y en a qui prennent 100 000 francs. Ils s'en vont en brousse. Aux environs à l'heure comme ça, ils reviennent. Quand ils reviennent, il y a d'autres qui gagnent, il y a d'autres qui ne gagnent pas. Mais la majorité gagnait. Gagnait beaucoup. C'est ces périodes-là qui m'ont marqué. C'est ces périodes-là qui ont fait que j'ai laissé les mêmes études. Même si les actes de répression se poursuivaient officiellement, la maîtrise de la situation par l'État était en réalité faible. Ceux qui exploitent les diamants hors parcelle, les paysans ils ne sont pas au courant, le gouvernement n'est pas au courant. Donc les gens rentrent en brousse comme ça, ils creusent et puis on les appelle les clandestins, quoi, disons les clandestins. J'étais un clandestin. Au moment où on venait, ça ne tirait plus, mais nos papas qu'ils avaient fait ici, on tirait sur eux.
Mais nous, c'était la prison. Si tu es pris par les gendarmes, la main dans le sac, on t'envoie et puis tu es jugé, on t'envoie en prison, comme un vulgaire voleur. Ça, on appelait ce temps de rangement. Par semaine, vous avez un grand commerçant qui est à Ségla ou quelque part. Lui, il arrange par semaine. Il donne truc à les agents, les militaires par exemple. On dit, bon, vous avez une semaine pour travailler. Le travail revient en brousse. Quand la semaine est finie, tu vois, tu rentres à Ségla. Sinon, si on te attrape en brousse, il y a des cargos, il y a des licots, tout ça, qui tournaient ici à l'époque. Ils les attrapent, on est en prison. Souvent, bon, ils font des... on s'arrange là-bas en brousse. Face à l'échec d'une approche répressive, l'État décida en 1986 d'autoriser officiellement l'exploitation artisanale et demanda à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, d'encadrer les exploitants en parallèle à son programme de recherche. L'exploitation artisanale du diamant avait eu beaucoup de difficultés du fait de la non-organisation de ce secteur. Il y a eu même des crises et donc l'État a mandaté son instrument technique, la SODEMI. Donc cette organisation s'est appuyée lorsque l'État de Côte d'Ivoire avait mis en place les GVC. Donc au lieu d'être une GVC agricole, la SODEMI s'en est inspirée pour créer des GVC d'artisans miniers. Et ces GVC d'artisans miniers étaient souchés sur les villages du périmètre diamantifère dans lequel il y avait l'exploitation du diamant. L'innovation de l'approche de la SODEMI était la responsabilisation des villages où se trouvaient les mines. Ces villages avaient l'habitude de prélever des pourcentages tirés de l'exploitation par des étrangers venus d'ailleurs. Au lieu de marginaliser ces pratiques, la SODEMI a formalisé ce partage à travers la création des groupements à vocation coopérative, GVC, gérés par les leaders traditionnels. Selon la convention signée avec ceux-ci, les GVC avaient 12% de la valeur de la production déclarée. En tant que représentant de l'État, la SODEMI prélevait 8%. En échange, les GVC devaient veiller à ce que l'exploitation se fasse uniquement dans des parcelles délimitées par la SODEMI et que toute la production passe par le bureau des GVC à travers des ventes publiques et transparentes. De cette manière, le village est devenu partenaire de l'État dans la cogestion de cette ressource. Mais cette pratique entraîna dans ses débuts une grande méfiance des communautés. Tout changement est difficile au départ. Au départ, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, ils ont dit que bon, c'est comme les méthodes qu'on leur apprenait allaient faire disparaître leurs diamants et on allait peut-être venir même prendre, ils avaient même peur même qu'on vienne prendre leurs richesses, voler leurs richesses. Donc au départ, ils n'étaient pas d'accord. Bon, avec eux, on a commencé à travailler, mais ça n'allait pas ce temps. Entre nous, il y avait des conflits. Et chaque fois, on ne s'attendait pas. Bon, par leur analyse, ils ont trouvé vraiment que nous travaillons sur le terrain de quelqu'un. Même si c'est société privée d'État, mais le terrain appartient à des gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver une solution pour que ces gens-là puissent bénéficier. C'est ce que la SODEMI a mis en place. Pourtant, ils ont trouvé l'analyse là, mais c'est juste, c'était pas facile, hein? C'était pas facile. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous a dit, bon, voilà, nous allons créer un GVC pour que vous pouvez bénéficier aussi. Mais, avant de travailler sur un endroit, venez nous voir. On va vous délimiter ces coins à une parcelle. Quand on délimite une parcelle pour vous, vous travaillez dedans. Et vous êtes encadré par nous-mêmes. Mais ces jours, ce n'était pas facile pour nous au début. Mais Dieu merci, quand on s'est compris là, avec ça, on remercie Dieu. L'engagement constant des agents a finalement instauré la confiance pour que le système fonctionne. Les GVC envoyaient des surveillants appelés policiers pour conserver la production jusqu'au jour de vente. Et grâce à cet autocontrôle, les GVC ont obtenu des fonds importants qu'ils ont investis dans des infrastructures et projets sociaux. Pour sa part, l'État bénéficiait de la formalisation de l'activité avec plus de recettes fiscales. Les problèmes sécuritaires et sociaux ont également connu une baisse. Les redevances que nous retenons là, c'est avec ça que nous avons construit des écoles,
on a construit des logements de maîtres. Ça a envoyé aussi des développements dans notre village. Ce modèle-là a permis à Bobi de faire beaucoup de réalisations. Si vous voyez la grande mosquée, le centre de santé urbain de Bobi, maternité plus infirmerie plus logement des agents de santé, c'est grâce aux ressources issues du diamant. Vous voyez l'électrification, le château d'eau, le marché, le groupe scolaire de Bobi a été réalisé par la population. Donc la population a pu utiliser les ressources issues du diamant pour poser des actions de développement. L'encadrement était aussi bien un modèle innovant de coexistence entre exploitants à grande et à petite échelle. Les artisans s'abstenaient d'exploiter les gisements primaires, permettant à la SODEMI et à ses partenaires de faire la recherche des gisements riches appelés kimberlites. C'était donc un bon exemple de licence sociale, permettant à la société d'exercer ses activités en paix, sans empiètement des clans d'eau. Donc ce sont des rapports vraiment de partenaires. Quand ils ont des problèmes, nous sommes à leurs cheveux. Quand il y a un malade, nous sommes là. Quand ils ont vraiment des soucis de famille, nous participons. Nous sommes toujours présents. Quand il y a un décès dans le village, nous sommes toujours présents. Nous sommes devenus comme des frères. Malheureusement, cet idéal fut brisé en 2002, avec la crise militaro-politique entraînant la division du pays en deux. Cette situation a contraint la SODEMI à stopper ses activités et à quitter la zone. Ces installations furent alors occupées par les forces rebelles. Cette zone étant devenue une sorte de no man's land a été pillée. Des personnes sont venues exploiter des zones qui étaient réservées aux diamants industriels. Et c'est tout ça qui a contribué à l'embargo sur le diamant de Côte d'Ivoire. En effet, en 2005, un embargo fut imposé par l'Organisation des Nations Unies ONU sur le diamant brut exporté de la Côte d'Ivoire car selon leurs experts, l'exploitation se poursuivait au profit de la rébellion et de certains acteurs illégaux. C'était géré par la militaire. Ils ont les manières ils font la surveillance, il y a diamant, ils amènent ça au camp là-bas. Et puis les acheteurs viennent acheter. Ils prennent les 8%, ils en ont pour les villageois aussi. Ça c'est ce qui était normal. Or, ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire le truc qu'on se plate comme ça en désordre, bon, personne n'est au courant, sans trouver là-bas ça. Pendant ce temps, les zones de recherche de la SODEMI étaient exploitées de façon illicite. Le financement pour les artisans miniers a tari avec le départ des bureaux d'achat. Ainsi, des réseaux illicites s'installèrent, payant des diamants à de vil prix sans passer par les villages qui s'enfonçaient dans la misère. Au niveau international, cette période a vu la création du processus de Kimberley, un mécanisme qui visait à empêcher les diamants liés aux guerres et rébellions de pénétrer le marché international. La Côte d'Ivoire est devenue membre du processus de Kimberley en 2003, mais compte tenu de la crise, le pays n'a pas été déclaré conforme au système de certification qui exigeait une chaîne de contrôle de la mine jusqu'à l'exportation. À la fin de la crise en 2011, la SODEMI décida d'investir à nouveau le terrain, mais les effets d'une décennie d'absence étaient évidents. Donc là, nous sommes venus faire vraiment un constat vraiment très amer de la situation. L'évolution avait baissé. Les villages comme Bobi, qui étaient des villages assez peuplés, assez propres, parce qu'il y avait beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, quand nous sommes revenus, on a vu qu'il n'y avait plus assez de monde, beaucoup étaient partis, et les maisons même étaient pratiquement abandonnées. Et vraiment, on a vu une misère dans les villages, parce qu'il n'y avait plus de diamants. Ils ont pratiquement pillé toutes les réserves qui étaient là, parce que les gens travaillaient de manière anarchique. Or, avec le modèle SODEMI, il fallait travailler de manière rationnelle pour pouvoir préserver les réserves jusqu'à présent. Or là, tout a été pillé. Devant ce sombre tableau de la situation post-crise, l'État a entrepris des actions de normalisation de la filière pour devenir conforme au processus de Kimberley, condition de la levée de l'embargo onusien. La levée de l'embargo fut en effet le couronnement de nombreux efforts, au cœur desquels se trouvait le secrétariat permanent du processus de Kimberley, Côte d'Ivoire, structure chargée d'appliquer les normes sur le diamant brut. Nous avons immédiatement commencé par la sensibilisation. Parce qu'après une décennie de crise, les gens avaient pris certaines habitudes. Il fallait procéder à la sensibilisation pour les amener à adhérer à notre idée
de vouloir rentrer dans la chaîne légale. Et c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Le secrétariat a également harmonisé le régime fiscal avec la sous-région et a lancé la chaîne de traçabilité sur le terrain. Après cette phase de lancement, nous avons continué la procédure d'identification et de recensement de tous les acteurs impliqués dans la chaîne. Et ensuite, nous avons procédé à la mise en place d'une base de données pour recenser tous les acteurs. Et chaque acteur intervenant dans la chaîne était identifié dans notre base de données. Cette chaîne repose sur les systèmes de la SODEMI, tout en tenant compte des normes internationales du processus de Kimberley et des réalités du terrain. La chaîne commence par des creuseurs qui sont identifiés par des cartes délivrées par l'administration. Ces creuseurs peuvent travailler seuls ou en équipe dans n'importe quelle parcelle autorisée. Une parcelle est autorisée soit par la SODEMI, soit par un détenteur d'autorisation délivré par le ministère chargé des mines. Les creuseurs ne peuvent pas vendre leurs pierres sans passer par un exploitant, c'est-à-dire le détenteur d'autorisation ou le village dans le cas des permis de la SODEMI. En effet, pour mettre à jour l'ancien système, les villages de la zone diamantifère sont devenus sociétés coopératives ou SCOOP, car leur ancienne forme de GVC était caduque. Ces SCOOP ont signé des conventions avec la SODEMI qui étaient à nouveau autorisées par arrêté ministériel à encadrer l'exploitation artisanale au sein de ces permis de recherche. De cette manière, les villages organisés en SCOOP sont devenus des maillons essentiels de la chaîne. Ils doivent collaborer avec la SODEMI pour organiser les creuseurs et les séances de vente publique. En contrepartie, ils prélèvent 12% de la production et la SODEMI 8% comme auparavant. Les SCOOP enregistrent la production dans des cahiers et contrôlent les documents des acheteurs appelés collecteurs avec leur réseau de coursiers. Les acheteurs délivrent des reçus d'achat officiels lors des ventes. Ensuite, les collecteurs revendent les pierres à des bureaux d'achat autorisés par l'État. Ces bureaux regroupent les pierres et obtiennent de l'État le certificat du processus de Kimberley attestant de l'origine légitime des pierres. Les diamants peuvent alors quitter le territoire. La chaîne fonctionne grâce aux informations collectées et numérisées à chaque niveau, car celles-ci sont utilisées par l'État pour détecter des irrégularités et faire des contrôles. Il faut noter que le rôle primordial joué par les villages organisés en SCOOP est unique et typique à la Côte d'Ivoire. En créant un partenariat avec les villages, l'État renforce sa capacité de contrôle et maximise le volume de pierres qui entrent dans la chaîne légitime. La Côte d'Ivoire a été appuyée dans la mise en place de la chaîne après la crise par les États-Unis et l'Union européenne. Suite à une demande par l'État, un conseiller technique a été mis à disposition, suivi du lancement en 2013 d'un projet. Ce projet, appelé Droit de propriété et développement du diamant artisanal, la DPDDA2, a mené pendant 5 ans des activités d'appui à l'État et aux communautés minières pour renforcer la chaîne et surtout promouvoir le développement local. Le modèle d'encadrement piloté par la SODEMI a été identifié comme une bonne pratique à vulgariser. Le modèle SODEMI, avec ses 30 ans d'expérience et de preuves ici sur le terrain en Côte d'Ivoire, donne un exemple de comment trouver un équilibre entre le développement local, entre l'activité artisanale et industrielle, de trouver également des solutions sur comment inciter les populations à s'impliquer eux-mêmes dans la bonne gestion de leurs ressources et également de comment créer un cadre de gestion flexible et réactif et efficace envers cette activité pour que ça ne s'exerce pas dans l'anarchie, mais dans un schéma organisé. Le projet a également appuyé des réflexions sur la possibilité d'étendre ce modèle à d'autres régions et à d'autres secteurs. Un atelier régional organisé en mars 2017 a créé un cadre d'échange particulièrement riche pour exposer des bonnes pratiques en plus des difficultés connues de tous. Concernant l'expérience de la Côte d'Ivoire avec le diamant, 4 grandes leçons se dégagent. D'abord, l'expérience de la Côte d'Ivoire montre l'importance d'être pragmatique dans toute action qui vise à organiser l'exploitation artisanale. Même si la loi exigeait que chaque artisan minier prenne une autorisation en dehors des permis industriels, l'État a reconnu ses limites et a donc trouvé une solution légale et pratique en responsabilisant les villages et la SODEMI. Chaque partie y trouvait un intérêt. Le village gagnait pour son développement, les creuseurs et les acheteurs travaillaient sans crainte. La SODEMI poursuivait sa recherche en paix et l'État renforçait ses recettes et son contrôle. Ensuite, l'expérience ivoirienne démontre l'importance d'intégrer tous les acteurs dans la chaîne légale de façon progressive et participative. C'est la deuxième leçon. Dans le cadre de la levée de l'embargo, l'État a d'abord pris le temps pour comprendre les besoins et pratiques des creuseurs, des acheteurs et de tous les autres intervenants.
Ensuite, il a encouragé les acteurs à faire leurs déclarations sans crainte de sanctions, même si le pays était toujours sous embargo. Ainsi, à la levée de l'embargo, cette chaîne était déjà fonctionnelle car tous les acteurs étaient impliqués dans un environnement de confiance. La troisième leçon apprise est celle de la responsabilisation des propriétaires terriens dans la cogestion des ressources en partenariat avec l'État. Face à des milliers de creuseurs, l'État seul ne peut pas être partout à la fois. Les villages sont donc souvent les mieux outillés pour la surveillance car maîtrisant mieux leur territoire. De plus, l'État a formalisé les pratiques de collecte de pourcentage, ce qui a donné une forte incitation à faire entrer les diamants dans la chaîne. De plus, ce système rend les communautés plus autonomes dans la gestion des investissements de développement. Le système est très bon. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire tu gagnes ton diamant. Tu travailles sur le terre de quelqu'un, sous le permis d'une société d'État. C'est-à-dire qu'on amène ton diamant, tu es libre de payer ton diamant à ton travailleur, au prix que tu veux. Donc à un moment donné, toi-même tu te dis que je participe au développement de ce village. Tu es fier aussi, le peu que tu as, ils prennent un peu, c'est comme des impôts, voilà en quelque sorte. Donc nous, ça nous fait pas mal, c'est très bon, c'est un bon système. Enfin, l'État a mis un accent particulier sur une assistance technique aux acteurs pour les aider à se professionnaliser. C'est la quatrième leçon à retenir de cette expérience. Dans le cadre du projet DPDDA 2 par exemple, plusieurs innovations ont été introduites. On peut citer les tarières, des méthodes de prospection et d'extraction plus efficaces, les applications sur tablette pour l'évaluation des prix et la semi-mécanisation du lavage. Le projet est venu pour nous aider, pour nous-mêmes former, pour qu'on puisse s'avancer demain sans eux. C'est pour nous-mêmes, pour pouvoir nous-mêmes s'en prendre en charge. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui qui comprennent. Avec les sensibilisations des points focaux, franchement, ceux qui ont déjà eu le courage, ils ont compris. Bon, ils sont venus avec nous. Donc, on a fait la tarière, on a fait la tarière pour faire les panneaux. La chance du diamant, c'est Dieu qui va nous donner ça. Sans quoi, pour le gravier, vraiment avec la technique améliorée, avec la tarière, avec la formation des points focaux, c'est ça qui nous permet de faire ça là aujourd'hui. Cet encadrement a été vital pour créer la confiance avec les acteurs, mais aussi pour les encourager à travailler dans la légalité. Après 30 ans d'expérience, quel est l'avenir de ces systèmes d'encadrement? Quelle pertinence pour d'autres secteurs? Les difficultés et incertitudes rencontrées plus récemment apportent des pistes de réflexion. D'abord, la viabilité financière du système doit être considérée. En 1986, la SODEMI a pu financer le coût significatif de l'encadrement. Mais depuis la fin de la crise, les moyens sont plus faibles et les 8% prélevés n'arrivent pas à couvrir le coût réel. Le projet DPDDA2 a apporté des subventions à l'activité, mais celles-ci sont limitées dans le temps. Pour réussir dans d'autres contextes, l'État ou des acteurs du secteur privé doivent trouver des mécanismes pour rendre le système d'encadrement autonome financièrement. Une autre difficulté concerne la gestion des cycles de boom économique et d'épuisement des ressources minières. En effet, le secteur du diamant est confronté actuellement à un déclin, ce qui crée une angoisse et des conflits au sein des acteurs. Pour résoudre ce problème, certaines coopératives diversifient leurs sources de revenus, tandis que d'autres ont réussi à renégocier avec l'État les termes de la convention leur donnant accès à des gisements primaires. Dans d'autres contextes, plusieurs questions peuvent se poser. Par exemple, comment appuyer l'identification des zones appropriées pour artisans? Comment préparer les communautés à l'épuisement de la ressource? Et surtout, comment diversifier les sources de revenus et planifier l'utilisation des terres? Enfin, le système est dynamique et donc peut à tout moment subir des conflits. Pour l'État, trouver l'équilibre entre la répression et la clémence n'est pas évident. Un acte de répression peut, en effet, engendrer une grave crise de confiance entre les acteurs, fragilisant ainsi les acquis du système durant une longue période. Mais en même temps, l'application rigoureuse des règles est nécessaire, sinon le système n'est plus crédible. Trouver le juste équilibre nécessite avant tout de la sagesse et l'engagement des acteurs à tous les niveaux pour gérer au mieux les inévitables conflits. Appliquer ces bonnes pratiques à d'autres secteurs requiert donc de la réflexion, du dialogue et du pragmatisme. Il n'est pas facile de transformer les problèmes de l'exploitation artisanale en opportunités de développement et de collaboration, mais l'expérience de la Côte d'Ivoire pour les diamants démontre que cela reste possible.